Charles Njidji avec un nom très compliqué. J'espère que je vais aller loin avec ce nom, j'en sais rien. Guillaume Giovannetti, c'est moins compliqué en France, mais à l'étranger, c'est compliqué aussi. Voilà, on est tous les deux cinéastes et ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble maintenant, à force. On passe à 18 là, ce mois-ci. On s'est rencontrés il y a à peu près 18-19 ans, complètement par hasard, en Turquie. En fait, notre caractéristique, c'est que ni Çağla ni moi n'étions dans le cinéma. On avions fait des études de choses cinéma. totalement différentes. C'est en se rencontrant qu'on a décidé de faire des films. Voilà, en fait, on avait des vies très différentes. Et en fait, ça a tout changé. Et on s'est dit, on va se lancer là-bas dedans et puis on verra ce que ça donne. Sachant qu'on n'avait ni réseau, ni connaissance scolaire des choses, juste beaucoup d'envie, d'énergie et une grande cinéphilie. Quand on décide de faire des films, toute sa vie est chamboulée, financièrement, socialement, politiquement, à tous les niveaux. En fait, il faut vraiment revoir tout, en fait. Ouais. On ne peut plus faire partie des conventions. Il faut juste essayer de concevoir la vie autrement quand on devient réalisateur. Donc le fait de s'investir à 100% dans quelque chose, ça nous intéressait, d'explorer, de chercher, de découvrir. Et donc en fait, tu verras, ça se voit dans tous nos films, il y a toujours une dimension de voyage, d'exploration, de rencontre d'une culture. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on retrouve tout ça dans nos films, c'est parce que c'est notre mode de vie qui implique ça. Et c'est ce mode de vie qui nous intéressait sur le papier quand on s'est jeté du haut du rocher pour voir ce qu'il y avait en bas, quoi. Déjà, on s'engueule 80% du temps. Ouais, 90% du temps. Déjà, ça prend beaucoup de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas d'œuvres séparées et qu'on a appris à faire ensemble. Donc là, il y a quelque chose un duo qui s'est mis en place. Et on ne peut pas vraiment dire, alors lui, il fait ça, elle fait ça. Chaque projet a ses propres demandes, chaque projet a ses propres envies. Et du coup, on est interchangeables. Donc on ne fait pas tout le temps la même chose sur tous les projets. Dans l'écriture, ça va être donc quelqu'un qui va avoir une idée. L'autre va écrire un paragraphe qui va résumer l'idée et après l'autre va repasser dessus pour un synopsis, un traitement. Donc ça va vraiment avancer pas à pas, comme il dit, avec beaucoup d'engueulades. Et puis après, concrètement, quand on a la chance d'avoir un film qui se construit, qui se finance, qui se met en place, etc., et qu'on arrive au moment fatidique du tournage, avoir 2 interlocuteurs pour une équipe de tournage, c'est très compliqué. Donc la plupart du temps, jusqu'à maintenant, on a fait 10 films, on travaille sur notre 11e film ensemble, on a toujours séparé les rôles de façon très marquée sur le tournage, avec quelqu'un qui va s'intéresser plus à la technique, donc avoir une relation privilégiée avec l'équipe technique, et l'autre qui va être plus sur la direction d'acteurs, le rapport avec les comédiens, qu'ils soient non professionnels ou professionnels, parce que nous, on a fait vraiment beaucoup des deux. En fait, on a fait essentiellement de non professionnels jusqu'à notre dernier film et jusqu'au prochain contrat sur lequel on travaille. Et la particularité... Tu as passé un contrat maintenant? Non. Et notre particularité, c'est que justement, en fait, c'est pas forcément la même personne qui, de film en film, tient le même rôle. Dans tous nos films, il s'agit de parler une langue, alors de personnes qui essaient de communiquer avec une langue qu'on n'entend pas beaucoup au cinéma. Et on est aussi des fans de langue, donc on a 5 langues en commun et on utilise énormément parce que chaque langue, pour nous, est faite pour quelque chose. Donc quand il s'agit de manger, ça doit être le japonais, par exemple, oui. comme un exemple. Et du coup, on s'intéresse énormément aux langues qui sont en voie de disparition aussi. Et là, on avait entendu qu'au nord-est de la Turquie, il y avait une langue sifflée et qu'il y avait juste un village qui restait et qu'ils ne parlaient plus la langue. Et du coup, on est parti pour voir le village et on est resté 4 ans. Bien sûr, pas 4 ans, mais on a fait des allers-retours, d'où en fait l'idée du film est arrivée. Et un jour, on était assis au café du village. On voit en fait une très jeune femme descendre des champs avec le thé sur le dos. Et elle passe devant le café en sifflant. Les gens lui répondent en parlant. Elle leur répond en sifflant. Et là, on était là en train de regarder. Et la femme passe. Et Guillaume s'est retourné vers moi et a dit « Ah, c'est ça le film. Il faut qu'on fasse ça. »
Et du coup, Cybèle, muette, langue sifflée, et donc nord-est de la Turquie. Voilà, le problème c'était que cette fois-ci, comme c'était notre 3e long métrage et puis qu'on avait envie de faire un film plus ambitieux que les 2 précédents, en fait à chaque film on essaye de faire un film plus ambitieux que le précédent, enfin, c'est normal. Cette fois-ci on avait aussi une envie de commencer à travailler pour la première fois avec des vrais acteurs, des vrais comédiens. Mais comme on n'avait pas cette expérience-là et qu'on a besoin de quelqu'un visuellement, de son corps, de sa voix, enfin pas de sa voix pour le coup, mais de sa lumière, quoi que ce soit, on avait besoin d'aller rencontrer les gens très tôt. Et donc en fait on avait quelques idées en tête pour le personnage principal, mais en particulier Dame Linselmès, qu'on allait voir très tôt. On peut dire maintenant que le scénario est écrit pour elle. Voilà. Mais on l'a rencontrée, il n'y avait qu'un synopsis. Et donc on lui parle du film, il n'y avait rien pratiquement et tout, et elle a eu les yeux qui ont brillé, alors que si tu as vu le film, tu peux voir que quand ses yeux brillent, ça fait un sacré effet. Et elle a dit, je veux ce rôle. Bon, le problème, c'est que je ne sais pas du tout siffler. Donc on dit, c'est pas grave. Si tu veux le rôle, si tu as envie, si ton désir est là, on va trouver une solution. Et en fait, effectivement, après, on a passé 1 an à écrire le scénario en ayant toujours elle en tête. On a trouvé le professeur de langue sifflée du village. Et ils ont commencé à communiquer, d'abord sur Internet. Après, elle est montée au village. Elle a commencé à passer du temps avec les femmes là-bas. Et là, tous les jours, en fait, elle apprenait petit à petit à siffler. Et tous les dialogues dans le film, c'est elle. Donc Dame Linselmès est une très grande actrice qui... je pense qu'il y en a de moins en moins de ce genre d'actrice extrêmement généreuse. Elle a énormément travaillé. Elle a tout donné, en fait. Tout en langue sifflée dans le film. Il n'y a que 200 personnes qui peuvent comprendre, mais c'est vraiment comme ça. Elle a appris par cœur tous ces dialogues qui sifflaient, elle les ressortait sur la séquence, pendant la séquence, pendant les prises. Donc elle était très impliquée, mais ça a demandé une énorme implication. Et elle a accepté de jouer le rôle qu'on lui demandait de jouer, c'est-à-dire justement, certains acteurs auraient très bien dire, bah non, moi je vais arriver sur le set la veille dans le village, je vais dire bonjour à tout le monde et puis on va tourner. Et en fait, non, on nous demandait de venir 6 mois en avance avec nous, de rester 6 mois, enfin 1 semaine dans les maisons des gens, etc. Donc en fait, son envie et son désir de travailler avec nous, c'est aussi traduit dans le fait qu'elle accepte de jouer ce jeu-là, quoi. Le ciné indépendant, on n'a que des limitations tout le temps. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de... On a plein d'idées, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on a en tête, etc. Et du coup, en fait, une forme de limitation dans toute forme d'art, que ce soit dans le jeu, dans la mise en scène, mais dans la peinture, le théâtre, enfin tout ce qu'on veut, permet à l'esprit d'être plus créatif. Donc une limitation, au final, c'est toujours bien. Quand on a trop de moyens, trop de temps, trop de machin, au final, on fera un truc moins bien que si on est sous la pression de limitation. Et en fait, Damelin a clairement considéré cette limitation dans son jeu, donc pas pouvoir utiliser sa voix, comme une force, et elle allait chercher d'autres choses dont nous on s'est servi aussi pendant la fabrication du film, sur le tournage, et puis après pendant la post-production. Par exemple, elle nous a dit qu'à force de ne pas pouvoir parler, elle a commencé à exprimer les choses avec sa respiration. Et c'est vrai que nous, on l'a vachement senti. Et le long des prises, en fait, sa respiration venait rythmer la prise, venait rythmer la séquence. Et nous, après, au montage, on a joué sur ces respirations pour venir donner une couleur hyper particulière au film. Et c'est souvent que les spectateurs nous disent « mais c'est incroyable comme elle souffle, c'est incroyable, j'avais l'impression de sentir l'air de sa respiration sur mon visage pendant la projection sur grand écran ». Et c'est vrai que du coup, c'était pas prévu au départ quand on écrivait le scénario, mais ça s'est avéré comme une évidence après quand on fabriquait le film. Disons que ça rajoute encore un obstacle majeur à notre travail. On n'avait que des obstacles majeurs, c'est juste un de plus, quoi. En fait, donc au final, au point où on en est, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que ça a donné beaucoup plus d'espace. Enfin, en fait, il y a eu un espèce de truc où en 1 an, il y a eu une accélération des choses qui allaient se passer dans le milieu du cinéma en 5, 6, 7, 8 ans. Mais ça allait venir. Ce qui allait de toute façon nous arriver, nous arrive maintenant. Tant mieux, comme ça on est dans la force de l'âge et qu'on peut lutter contre ça. Ça, c'est le côté optimiste de la réelle qui n'en veut, mais c'est très bien. Voilà, non mais il faut penser de cette façon. En fait, c'est un métier qu'on exerce et c'est un métier qu'on a le devoir d'exercer de façon optimale. On doit être bon en ce qu'on fait. Et on doit ça aussi au métier. Donc c'est vraiment... on va faire de notre mieux pour aller au-delà, Bien sûr. pour sauter par-dessus l'obstacle. Et c'est vraiment par rapport à la diffusion que notre problème se pose. Comme tu as parlé aussi de Netflix, comment on diffuse nos films maintenant? Comment on va faire pour que ça puisse être vu dans des conditions de cinéma par les spectateurs? Parce que
Aujourd'hui, quand on voit Netflix, on ne peut plus parler de spectateurs, on parle de consommateurs de Netflix. Oui. C'est pas du tout pareil. On parle de contenu, on ne parle pas de film. De cinéma, de film, on parle de contenu, enfin, c'est content en anglais. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est une lutte de toute façon qu'on doit donner, qu'on doit faire. Et qu'on allait de toute façon faire. Et tant mieux, ça commence maintenant, comme ça on va être blindé pour le futur. Il y a un espèce de truc où moi je suis persuadé que le cinéma il va pas mourir là, dans ce contexte des séries, parce que c'est pas la même expérience. C'est pas pareil. Par exemple, hier, nous, on est allé voir une avant-première d'un collègue, La Terre des Hommes, de Naël Marandin. Le film est très bien. Et en fait, on n'était pas en France pendant très longtemps, on est revenu récemment. Donc c'est la première fois, en 2021, qu'on s'est retrouvé dans une salle de ciné. Alors bien sûr, c'était super de se retrouver là. Mais il y avait vraiment un moment, ça a duré une dizaine de secondes, parce que le film est très prenant, donc j'étais dedans. Et à un moment, je suis juste sorti du film, et j'ai juste regardé les gens autour, j'ai vu leurs yeux briller, j'ai vu leurs mouvements de respiration, j'ai vu ça, et un truc, j'ai fait « Ah putain, c'est super bien cette expérience de regarder un film avec des gens ». Et c'est ses poils qui se redressent à son propre parole. C'est vrai, ouais. Mais parce qu'en fait, c'est fondamental. Et ce truc-là, jamais une plateforme va pouvoir le proposer. Jamais. C'est un film très ambitieux, ça s'appelle Chenegan. Et donc, c'est la rencontre entre un Rom, leader d'une communauté Rom, dont le quartier va être détruit dans une semaine, qui a décidé de marier sa petite sœur à un leader d'une autre communauté. Ah, tu racontes vraiment tout? Non, mais je dis en 3 mots. Le problème, c'est que la petite sœur, elle accepte, mais le jour du mariage, elle disparaît, et elle va se réfugier sur une île au milieu du Bosphore, dans un foyer qui est tout au sommet de l'île, un foyer qui est tenu par une femme qui s'appelle Anka, qui est une athlète d'arts martiaux, et qui répare les femmes physiquement et psychologiquement avec sa philosophie de vie, etc., parce qu'elle aussi a eu un passé très, très, très lourd, qui accueille cette jeune fille. Et en fait, le grand frère va venir chercher sa sœur et rencontrer Anka. La sœur va disparaître à nouveau du foyer, et les deux vont devoir la chercher pour leur raison qui est propre. L'une protéger sa sœur, l'autre sauver sa communauté. Et en fait, le problème, c'est qu'ils vont commencer à tomber amoureux sur le chemin.